Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. Alors aujourd'hui, nous allons parler vraiment de la chute, de la faillite de la plateforme FTX parce qu'il y a eu énormément de rebonds, c'est un véritable feuilleton et surtout, on ne sait plus vraiment où on en est. Donc on a des petits bouts par-ci par-là de phases, si ce n'est qu'elle a fait faillite, mais en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi elle a fait faillite et c'est pour ça que je fais une vidéo vraiment pour relater déjà la chronologie de ce qui s'est passé, mais je vais aller beaucoup plus loin, je vais aller en profondeur, je vais vous expliquer ce qui s'est passé en me basant bien sûr sur les sources, les articles et les événements. Et on va voir les conséquences également de cette chute sur la plateforme FTX. Et puis surtout, le plus intéressant, on va voir les ramifications entre la plateforme FTX, Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, et les autorités financières dans le monde, les ramifications avec la Maison Blanche, Joe Biden et même le gouvernement ukrainien. Et c'est vraiment, c'est un peu explosif. Là, on a vraiment quelque chose, une petite bombe de révélation. Et on se rend compte qu'on est parti d'un système crypto. Et finalement, on découvre tous les jours, voilà, on est un peu sonné, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on va voir tout ça. Je vous ai fait le récapitulatif. Voilà. Mais avant ça, effectivement, alors déjà, je parle de l'art de la guerre parce que pour vous faire vraiment la chronologie, tout a commencé avec un article de CoinDesk du 2 novembre 2022. Alors, CoinDesk, savoir, c'est les confrères journalistiques de anglophones. Et là, le nom de l'article, c'est justement une enquête sur Sam Bankman-Fried et surtout sur la santé financière de Alameda Research. Parce qu'il faut savoir que Sam Bankman-Fried n'était pas seulement le PDG de FTX, il est également le PDG de Alameda Research, l'entreprise jumelle, qui a été fondée d'ailleurs avant FTX, et surtout des 134 filiales derrière découlant de Alameda Research et FTX. Voilà, donc Sam Bankman-Fried, c'était vraiment le multimilliardaire qui avait la main mise sur plus de 130 entreprises dans le monde. Et sauf que CoinDesk, enfin, les journalistes de CoinDesk, ils ont mis la main sur des documents privés. Alors c'était fin juin, c'est il y a quelques temps quand même. Et ils se sont rendus compte que Alameda Research avait 14,6 milliards de dollars. Mais le problème, c'est que sur ces 14,6 milliards de dollars, il y avait une grande partie qui était détenue en FTT. Les FTT, c'est justement les tokens utilisés sur la plateforme FTX Exchange. Et donc là, en fait, on s'est retrouvé avec un, quelque part un montage un petit peu douteux et inhabituel où vous avez une entreprise, deux entreprises qui sont sœurs hein, par configuration. Et donc c'est l'entreprise, la seconde entreprise FTX qui finançait quelque part la première entreprise à l'aide de garanties de ses propres liquidités qu'elle crée elle-même. Voilà, donc là c'est quelque chose qui a interpellé déjà dans un premier temps les personnes de CoinDesk. Et en creusant un petit peu plus, alors j'ai les chiffres exacts, en fait sur les 14,6 milliards de dollars détenus en FTT, il y aurait en fait 5,82 milliards de dollars de Alameda qui seraient garantis par des FTT et donc quelque part de l'argent investi par les clients de la plateforme FTX. Et oui. Et donc, pour continuer dans ce feuilleton chronologique, ça c'était l'origine un peu de la bombe, mais ça n'a pas pris. C'est-à-dire que l'article a été posté, mais les gens n'ont pas compris vraiment l'ampleur du phénomène. Et il a fallu que ce soit en fait Binance qui jette hop, une petite allumette là sur la dynamite et qui déclare clairement. Donc là, je suis sur un article comme vous voyez de cryptost.fr. Et en fait, Binance a déclaré qu'elle vendait ses FTT suite justement aux révélations faites par CoinDesk. Et ils ont annoncé qu'ils allaient vendre pour 530 millions de dollars de FTT. Donc non seulement ça a fait chuter le cours du FTT d'un coup, parce que forcément 530 millions de dollars vendus sur un cours, bah, ça fait forcément peser sur le marché, mais surtout ça crée une vague de panique sans précédent. Parce que si CoinDesk, eux, à la limite, les gens n'avaient pas eu la mesure puis la célébrité peut-être de lire l'article ou etc. Eh bien en tout cas,
Binance et surtout son PDG Changpeng Zhao sont vraiment très très connus. Et la moindre annonce du PDG de Binance est scrutée par de nombreuses personnes. Or, quand il a déclaré oula, on fait plus confiance à FTX à cause justement des révélations récentes financières, on vend tout, ça crée vraiment un vent de panique sans précédent, au point qu'en seulement 48 heures ou 72 heures, il y a eu des tels retraits massifs de la plateforme FTX que Sam Bankman-Fried et ses équipes, ils ont perdu 6 milliards de dollars en à peine quelques jours. Donc, ils ont eu tellement de pertes, ils ont été contraints de bloquer les retraits et de déconseiller aux personnes de faire des dépôts. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de là, FTX a vraiment eu un manque de liquidité, chose qui n'aurait pas dû arriver. Et on va voir pourquoi. Mais en tout cas, à partir de là, Sam Bankman-Fried annonce qu'il lui manque 8 milliards de dollars de liquidité dans les comptes de l'entreprise et que si vous voulez pas faire faillite, eh bien il fallait qu'il y ait un racheteur ou quelqu'un qui investisse une telle somme. Sauf que, qu'est-ce qu'il a fait Sam Bankman-Fried? C'est qu'il s'est tourné vers Binance, les gens même, enfin, et surtout Changpeng Zhao, le PDG de Binance, qui est à l'origine de la petite allumette lancée sur la dynamite. Voilà. Donc il s'est vraiment tourné vers son bourreau, et c'est pour ça que je parle vraiment de l'art de la guerre. Parce que je trouve que Binance, ils ont fait un combat tactique, stratégique extrême, parce qu'il faut savoir que Binance, c'est le leader numéro un des plateformes exchange d'achat-vente de crypto dans le monde, et FTX est considéré comme beaucoup par la deuxième plateforme, dont le PDG était une étoile montante, en termes de célébrité et de fortune, qui rappelait énormément justement l'ascension des Changpeng Zhao. Donc je pense que Binance scrutait vraiment de près son concurrent, parce qu'il se disait ils vont peut-être nous dépasser dans quelques années si on ne fait rien pour les stopper. Et je trouve du coup que là, tous ces événements, et surtout la manière dont a géré Binance, l'affaire, est quand même assez intéressante à voir sur le plan de l'art de la guerre commerciale dans un marché. Voilà. Et, et donc, qu'est-ce qu'a fait Sam Bankman-Fried? Mais il s'est tourné pour avoir 8 milliards de dollars vers Binance en disant bah, est-ce que vous pouvez me racheter mon entreprise? Est-ce que vous pouvez me donner 8 milliards? Et qu'est-ce qu'a fait Binance? Ça qui est fort, c'est qu'ils ont dit oh bah ok, hein, on va voir. D'abord, on regarde vos fonds, hein, parce que là-bas, aux États-Unis, il y a une mesure quand vous souhaitez racheter une entreprise aux États-Unis, d'entreprise à entreprise, et bien l'entreprise qui rachète a le droit au niveau légal, d'avoir une vision complète sur l'ensemble de la gestion des papiers financiers, administratifs de l'entreprise qu'ils veulent racheter. Sauf que du coup, ce qui s'est passé avec le rachat là, possible de FTX par Binance, eh bien c'est que Binance a regardé pendant une demi-journée tous les papiers financiers de FTX, et puis au bout d'une demi-journée, ils sont rétractés très vite, et ils ont dit, ah ben finalement, on va pas racheter, parce que c'est une catastrophe, il y a il y a de la mauvaise gestion là, ça pue, donc nous on se retire, vous faites ce que vous voulez, mais nous on n'en veut pas. Bah, là, franchement, ça a été le coup de d'estocade. J'ai vraiment bravo Binance pour le coup de maître, ça a été un échec et mat, parce que, en fait, c'était couru. C'est-à-dire qu'à partir de là, qui aurait voulu racheter l'entreprise derrière Binance, qui est la première plateforme, qui a épluché officiellement les comptes de FTX et qui s'est rétracté du jour au lendemain, presque en courant, qui sont partis en courant. Et donc là, ça a été vraiment le coup d'estocade pour Sam Bankman-Fried et FTX. Et d'ailleurs, il a déclaré peu de temps après, 2 jours après, le 11 novembre 2022, officiellement, il a annoncé la faillite de FTX, de Alameda Research et des 130 filiales de son entreprise à travers le monde, en même temps que sa démission de son poste de PDG. Et en fait, ça, il l'a annoncé également sur Twitter. Et donc là, je le tweet, hein, c'est Today I filed FTX US and Alameda for Voluntary Chapter 11. Parce que là-bas, vous avez un processus particulier pour faire déclarer une faillite aux États-Unis. C'est qu'il faut déclarer remplir le chapitre 11 de la faillite volontaire. Voilà. Et donc, si on prend un peu de recul sur cette affaire, il faut quand même constater que
Là, j'ai le portrait quand même de fortune hein, de Sam Bankman-Fried, comme ça vous voyez en plus, pour ceux que ça n'a pas la tête qu'il avait, où il était encore déclaré comme le prochain Warren Buffett avec un point d'interrogation. Bon, bah la réponse c'est non, hein, on le sait, il sera pas le prochain Warren Buffett, mais enfin, quand on voit c'est pour vous dire l'impact quand même il était vraiment au top, à l'apogée de sa fortune, de sa célébrité, tout ce que vous voulez, et du jour au lendemain, il s'est fait écraser, tout ça grâce à une manœuvre quand même d'un de ses concurrents, stratégique et vraiment magistral. Bon, et comme pour mieux les narguer, en plus, franchement c'est limite, vous avez eu un tweet là du PDG de Binance qui déclare deux grandes leçons, comme pour narguer son adversaire ou ses autres concurrents. Un, ne jamais utiliser un token que vous avez créé comme garantie de liquidité, à l'inverse de ce qu'a fait justement FTX avec son token FTT. N'empruntez pas si vous êtes dans le marché crypto, n'optimisez pas votre capital et ayez une large réserve. C'est-à-dire, en gros, ayez de la liquidité en masse. Il a déclaré, Binance n'a jamais utilisé son BNB comme garantie et n'a pas de dette. Voilà. Bon. Donc ça, c'était l'épisode chronologique de ce qui s'est passé ces derniers jours, qui a conduit justement à la faillite de FTX. Bon, maintenant, on va voir, parce que là, je vous ai parlé surtout de Binance, qui a coulé FTX. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que Binance a enterré son adversaire, mais il s'est servi surtout des faiblesses de son adversaire. C'est pour ça que je parle de l'art de la guerre de Sun Tzu. C'est parce que... Mais le vrai responsable de la perte, de la chute de FTX, c'est FTX. Parce que derrière, maintenant on va creuser en profondeur ce qui s'est passé, on va voir qu'en fait FTX, il n'y avait pas seulement un manque de liquidité, mais il y avait également de la mauvaise gestion, ça c'est clair, et surtout même de l'illégalité et de la malhonnêteté. Et là c'est autre chose. Et donc je pense que Binance avait peut-être ses espions à la place, ou peu importe, ou avait des rumeurs, ou je sais quoi, mais ils devaient savoir vraiment ce qu'il en était de leurs concurrents. Et à la première occasion, ils leur ont porté le coup fatal, mais en fait, il n'y avait pas grand-chose à faire, si on regarde. Et donc, là, donc j'ai un article du Wall Street Journal, qui eux ont déclaré, alors je sais plus quand c'est la date, c'est pas marqué, ouais, le 11 novembre aussi 2022, hein, donc c'est quelques jours, que FTX, selon leurs journalistes et leurs recherches, leurs enquêtes, FTX, en gros, se serait servi de l'argent déposé par ses clients. Il faut savoir que sur FTX, il y avait 16 milliards de dollars déposés sur la plateforme. Et apparemment, sur les 16 milliards de dollars déposés sur la plateforme, 10 milliards auraient été sortis de FTX pour être investis par l'entreprise FTX ailleurs. Donc là, déjà, ça rappelle énormément le système de Ponzi, par exemple, de Madoff. Parce que quand vous déposez une plateforme et que cet argent est servi à autre chose qu'à la liquidité ou même à des fonds d'optimisation de capital extrêmes, eh bien, quelque part, vous mettez en danger au minimum l'entreprise, parce que si vous perdez ces fonds, bah, malheureusement, c'est ce qui s'est passé pour Sam Bankman-Fried, eh bien, après, vous n'avez plus assez de liquidité si un jour, tous les clients veulent retirer leur argent le jour au lendemain. Voilà. Eh bien, en fait, à travers cet article, ce qui se serait passé, c'est que si vous vous souvenez bien de l'affaire Terra Luna qui a eu lieu en début d'année avec la chute du Terra Luna, qui d'ailleurs avait fait trembler les marchés à l'époque, enfin à l'époque il y a quelques mois, mais à côté de la chute de FTX, c'est rien du tout. Eh bien à l'époque, ça avait entraîné au sein de l'écosystème la chute, la faillite de Voyageurs Digital, son entreprise crypto. Sauf que Sam Bankman-Fried avait été à l'époque considéré comme un héros parce qu'il était venu au secours de Voyageurs Digital, il avait réinvesti, il avait sauvé l'entreprise. Et donc tout le monde l'avait traité de héros et ça avait fait encore plus monter sa cote de popularité. Sauf qu'aujourd'hui, quand on prend du recul sur l'affaire, apparemment, Voyageurs Digital serait détenu en un tiers des actifs par Alameda Research. Et Alameda Research, c'est justement une des entreprises de Sam Bankman-Fried. Voilà.
Et donc, il n'est pas venu au secours par héroïsme à Voyageurs Digital, c'est justement, il est venu au secours de cette entreprise parce qu'il voulait sauver son entreprise à lui, puisqu'il détenait un tiers des avoirs de cette entreprise. Donc, en fait, il a sauvé sa boîte. Mais pour sauver sa boîte, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a utilisé les fonds, justement, ou du moins, il aurait utilisé les 10 milliards de dollars des clients de FTX pour sauver Voyageurs Digital, ou du moins une partie. Voilà. Et l'autre partie, il s'en serait servi pour faire des investissements à droite, à gauche, mais qui du coup avec de la liquidité qui ne serait pas vraiment à lui. Donc résultat, eh bien FTX, dès que les clients ont paniqué, ont voulu retirer en masse leur argent de FTX, eh bien l'entreprise a implosé tout simplement. Voilà ce qui s'est passé. Donc en plus d'une mauvaise gestion, il y a également de la cupidité derrière et de la malhonnêteté intellectuelle, puisque voilà, ils ont fait n'importe quoi en fait, clairement. Hein. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, hein, Sam Bankman-Fried, il a dit je suis désolé, donc c'est un tweet, hein, je suis désolé, c'est la moindre des choses, la plus grande chose. J'ai merdé et aurais dû faire mieux. Mais bon, je peux pas m'empêcher de me dire que quand je vois j'aurais dû faire mieux, quand je vois ce qu'il a fait, je me demande c'est pas dans le sens j'aurais dû mieux me cacher mes méfaits quoi. On peut se poser la question. Mais bon, résultat, il s'est fait lyncher. Et maintenant, bien sûr, on entre dans la phase conséquence pour le marché crypto et pour surtout les plateformes exchange centralisées. C'est là où c'est intéressant, c'est que la chute de la plateforme quand même numéro 2, bah, c'est du jour au lendemain. C'est-à-dire que la majorité des gens se sont réveillés un jour, enfin, sont réveillés, ils ont vu chute de la plateforme, ils ne pouvaient plus retirer leurs fonds, ils ne pouvaient plus rien faire. Donc, ça a été vraiment du jour au lendemain. Donc il y a vraiment un peu un traumatisme déjà pour les 5 millions de clients de la plateforme FTX qui ont perdu leurs fonds. Surtout qu'il y avait des personnes, je pense, qui avaient dû mettre toutes leurs économies sur sur une plateforme, sur celle-là. Alors je ne suis pas conseiller financier, mais enfin, truc quand même qu'il faut toujours rappeler, c'est ne jamais mettre ses œufs dans le même panier. Voilà, et là, malheureusement, ben, cet événement nous le rappelle que si vous avez mis tous vos œufs dans le même panier, ce panier-là est cool, ben, vous avez tout perdu. C'est un peu ce qui se passe là, malheureusement, pour ces 5 millions de clients. J'espère qu'ils vont pouvoir récupérer leurs fonds, ils vont être remboursés, je sais pas, mais bon, c'est mal parti en tout cas. Et ensuite, c'est triste aussi pour les investisseurs à côté de ça du FTT token. Parce que derrière, vous pouviez acheter séparément du FTT token, mais là aussi, le FTT token, il est voué, contrairement par exemple au Luna classique, qui est en train de revivre de ses cendres à cause de son utilité, parce qu'il y a des développeurs qui travaillent dessus, qui appartiennent à la communauté. Là, le FTT étant directement lié à la liquidité de la plateforme exchange et que celle-ci a coulé, eh bien le FTT n'a plus aucune valeur, il n'a plus aucune utilité, donc il est voué clairement à disparaître. Donc là, il va aller à zéro et il restera à zéro malheureusement. Enfin, à part s'il y a un miracle ou je ne sais quoi, mais ça paraît mal parti. Et donc, en partant également de cela, il y a une vraie confiance maintenant dans les plateformes exchange centralisées qui a été brisée, et on le voit bien. D'ailleurs, ça a été l'inquiétude majeure des plateformes exchange, puisque depuis cet événement, vous avez crypto.com, CoinHouse, Binance, qui ont dévoilé leurs réserves. Justement pour dire, regardez, nous on a ça. Et d'ailleurs, j'ai un article de Binance, non, de Bloomberg, pardon, de Bloomberg, où justement, suite à la révélation des réserves de Binance, eh bien, ils ont déclaré Binance Data, les données de Binance montrent que 40% de leurs avoirs sont en BUSD et en BNB, c'est-à-dire en token de garantie de la plateforme. C'est-à-dire que là, ils ont dit waouh, attendez, on est dans le même cas que FTX alors. Sauf que non, ils sont pas allés au bout des choses parce qu'apparemment, sur les 74 milliards détenus par Binance, il y aurait 23 milliards détenus en BUSD. Mais ces BUSD, en fait, là je reprends le tweet forcément de CZ qui s'est empressé de faire un tweet où il a insulté les journalistes de Bloomberg. Et en fait, il explique que les BUSD ne sont pas détenus par Binance, mais par Paxos, en fait une entreprise qui serait une entité de régulation. Voilà, où je n'ai pas de détails là-dessus, mais en tout cas, ce ne serait pas détenu par Binance et émis par Binance.
Et le BUSD, je rappelle, c'est le stablecoin de Binance. Bon. Par contre, le BNB, si. Apparemment, il serait détenu par Binance. Et le BNB, c'est l'entreprise c'est le token de Binance. Voilà. Donc, il aurait quand même 6,4 milliards, à peu près 8-9% du coup de ses avoirs qui seraient détenus, garantis par sa liquidité. Bon, voilà. C'est, mais avec ça, ça montre bien qu'il y a, il y a un véritable vent de panique qui est en train d'avoir lieu là sur les crypto-monnaies. Vous avez le Bitcoin qui est passé de 20 000 dollars à 17 000 dollars en quelques heures. Euh, et bien sûr, vous avez les mois politico-politicards, si j'ai envie de vous dire, qui sont jetés sur cet événement-là de FTX pour dire la régulation, va falloir la durcir. Euh, Par exemple, là, je vais vous montrer un article de cointelegraph.com où vous avez un rédacteur, vous savez, de la loi MiCA qui va rentrer en 2024 au sein de l'Union européenne. La loi MiCA, alors j'ai fait une vidéo dessus, je vous montre là, enfin, tac, là, voilà, pour expliquer ce que c'est la loi MiCA et également la loi TRF qui va rentrer en vigueur. Et ce personnage du Parlement européen qui a rédigé, qui a participé à la rédaction de la loi MiCA, a déclaré qu'il faudrait même internationaliser, euh, suite au crash de FTX, cette loi MiCA au monde pour réguler toutes les crypto-monnaies. Voilà. Donc ça, c'est le risque, malheureusement, de ce genre d'événement, c'est qu'après, on ne fait plus la distinction et on passe d'un extrême à l'autre. Voilà. Parce qu'il faut une régulation, la preuve en est lieu de FTX, mais il ne faut pas que ce soit l'extrême de l'autre côté, en n'oubliant pas une chose, c'est que les plateformes exchange centralisées sont centralisées forcément par nature. Mais les crypto-monnaies en elles-mêmes, la blockchain en elle-même, c'est quelque chose de décentralisé. Voilà, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il ne faut pas faire la différence entre perte de confiance des crypto-monnaies et perte de confiance des blockchains et de la technologie qu'il y a derrière les crypto-monnaies. Voilà. Et les plateformes exchange centralisées ne sont pas la même chose que les crypto-monnaies. C'est un outil qui permet d'acheter des crypto-monnaies. Donc là, ce qui est en train de se passer également, c'est que les gens perdent confiance dans les plateformes exchange centralisées et maintenant vont retirer en masse leurs crypto-monnaies de ces exchanges pour les mettre sur des cold wallets, des clés physiques comme Ledger, Trezor. Voilà. Et donc maintenant, on a fini la partie FTX de l'affaire, etc. On va passer à l'aspect, enfin pour moi vraiment intéressant, c'est géopolitique. C'est-à-dire que là, on peut se poser la question quand même, c'est, attendez, on est dans un contexte de régulation. On a entendu la SEC, par exemple, c'est l'organisme aux États-Unis qui est occupé, qui est chargé de vraiment réguler, c'est un peu les gendarmes financiers de la bourse aux États-Unis. On les entend attaquer Ripple, on les a entendus émettre des avis sur différentes crypto-monnaies, de même de faire une considération des crypto-monnaies comme des titres immobiliers ou financiers. Donc ça veut dire qu'ils changeraient totalement l'aspect des marchés des crypto-monnaies. On a entendu attaquer Binance, ils ont attaqué également Ripple. Voilà, donc on voit bien que eux, ils passent à l'offensive, mais comment on peut se demander comment ils sont passés à côté de FTX qui c'est écrit noir sur blanc sur leur papier financier que c'est pas compliqué d'analyser qu'il y a des montages douteux au niveau financier et dangereux même. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'interpeller les gens que dans ce contexte de régulation, on a pu passer à côté d'un truc pareil. Et c'est pour ça que là, j'ai trouvé quelque chose. Là, je suis sur Twitter, hein, et un tweet de Cohen Academy où il montre le membre du Congrès américain Rep Tom Emmer, donc même les hommes politiques américains, commencent à recevoir des rapports accusant le président de la SEC, Gary Gensler, d'avoir aidé SBF, donc Sam Bankman-Fried et FTX, à travailler sur des failles juridiques pour obtenir un monopole réglementaire. Donc le Congrès ouvre une enquête. Donc là on attend des sommets. Et en fait, on se demande s'il n'y a pas de la corruption, effectivement. Et pour rappel, donc là, je suis sur la page de la SEC, justement, pour vous montrer ce que c'est. Donc c'est vraiment, regardez, c'est vraiment quelque chose. C'est, ouais, ils ont des quartiers généraux à Washington. Enfin, c'est presque, je dirais, le FBI, mais du côté financier. Ils sont considérés comme effectivement le gendarme de la bourse au niveau américain. Ils contrôlent les marchés financiers, etc. Et donc je continue là-dessus. Et là, c'est marrant, j'ai un tweet donc de No. Bon,
peu importe. Et là, il déclare, vraiment, c'est intéressant de voir les liens maintenant, les réseaux, qu'au niveau du MIT, donc Glenn Ellison, c'est le chef du département des Head of Economics, Gary Gensler, donc le président actuel de la SEC, en fait, il aurait également travaillé comme professeur of Economics au MIT. Et maintenant, on va voir donc Caroline Ellison, c'était la PDG de Alameda, et bien c'est la fille en fait de l'ancien boss de Gary Gensler. Voilà. Et Caroline Ellison, c'est également la petite amie de Sam Bankman-Fried. Donc tout ce petit monde en fait se connaît et on est encore plus étonné de voir que comment c'est possible qu'ils aient pas pu qu'ils aient pas pu avoir accès au compte de FTX ou enfin voilà, c'est donc là on commence à se poser vraiment des questions quand on voit en plus que tous ces gens-là se connaissent presque au niveau familial, j'ai envie de dire, ou même de relations professionnelles. Bon, voilà. Ensuite, quelque chose encore plus loin, donc là j'ai encore plus loin dans les profondeurs des profondeurs. Maintenant là je suis sur un article de Blaze Media et l'article c'est en gros la chute de FTX serait montre qu'il y aurait des liens étroits avec le gouvernement ukrainien et même Joe Biden, la Maison Blanche. Et là, on attend des sommets de sommets en termes de spéculation ou ce que vous voulez. Mais déjà, le Parti démocrate, en plus on est en plein dedans en ce moment avec les élections mi-mandat qui ont été remportées justement par les démocrates, eh bien, Sam Bankman-Fried aurait été un des principaux donateurs de la campagne présidentielle de Joe Biden en 2020. Ensuite, entre 2021 et 2022, apparemment, il a donné 37 millions de dollars au Parti démocrate. Et encore plus loin, en mai, SBF, il avait déclaré qu'il était prêt à donner à peu près 100 millions de dollars aux démocrates en 2024 pour les élections de 2024 de Joe Biden ou d'un autre, enfin peut-être pas Joe Biden parce que il est au bout de sa vie, pêcheur, mais un autre. Hein. Bref, contre Donald Trump. Et là, j'avais pas eu ça. Ça veut dire quoi? Ça, Sterling a pas eu 1 milliard de dollars. Voilà. Ah ouais, et donc il ira encore plus loin. Ah oui, en fait, il ira encore plus loin. Alors, si c'est Trump qui serait en face, il irait jusqu'à donner 1 milliard de dollars. Ça, voilà, c'est. Oh là là. Bon. Et donc encore pire que ça, donc il a été annoncé que le SBF, donc Sam Bankman-Fried, en fait, il aurait des accès en tant que conseiller financier directement de Joe Biden. Enfin, ça part vraiment en vrille, en fait. Hein. Et voilà, donc et encore, ce que je vous dis, c'est l'iceberg au final de la chose, mais bon, on s'imagine très bien que la toile d'araignée est en train d'apparaître. Et ça révèle des choses quand même étonnantes, quoi. Et ensuite, maintenant, gouvernement ukrainien. Et là, par exemple, il y a un moment, le gouvernement ukrainien demandait des dons en crypto-monnaie. Eh bien, c'est vrai qu'ils sont passés par qui? Ils sont passés par la plateforme FTX. Je sais pas, ils auraient pu passer par Binance ou non. Eh ben non, ils sont passés par FTX. Donc là aussi, ça soulève des questions parce que on sait, et là, je ne parle pas du tout de la guerre de la Russie ou autre, hein, mais on sait que le gouvernement ukrainien, dans l'histoire, fait partie des gouvernements les plus corrompus au monde. Et là, on peut se poser des questions. Quand ils sont servis de la plateforme, bah, j'imagine que c'est là, on est en train de se demander si c'est pas Joe Biden qui a dit à Zelensky, bon, bah, passe par FTX, c'est un pote à moi, vas-y, t'es tranquille, on sait pas, hein, mais on peut se poser vraiment des questions. Voilà. Bon, donc sur ce, c'était vraiment l'épisode FTX de A à Z. Bien sûr, c'est loin d'être fini, je pense, ce feuilleton. Il y a beaucoup de personnes en train de parler même d'un film, tellement c'est énorme ce qui est en train de se passer. Donc il y aura peut-être un film dans quelques années Netflix sur l'affaire, c'est probable. Mais surtout, on n'est pas au bout de nos surprises dans les ramifications qui sont en train d'émerger entre l'affaire FTX et même le monde géopolitique et politique. Voilà. Donc sur ce, bah, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également, parce que je vais continuer à faire des vidéos. Je vais faire également une prochaine vidéo, ce sera sur le marché du Bitcoin, le marché des crypto-monnaies qui est en train de se casser la figure, pêcheur. Mais on va voir si c'est une conséquence ou si c'est une cause.
justement de l'affaire FTX, on verra. Mais en tout cas, il faut relativiser, hein, faut pas paniquer. Et sur ce, n'hésitez pas également à voir mon site cryptoforce.fr où justement vous pourrez retrouver l'article pour le lire à tête reposée tranquillement si vous le souhaitez. Et voilà. Et sinon, bah, écoutez, moi je vous fais la bise, je vous remercie d'être arrivé jusque-là pour lire cette vidéo. Je remercie également mes abonnés, que là c'est vrai que je commence à avoir plus d'abonnés, donc c'est vraiment je suis content, merci à vous. Et puis sinon, eh bien, je vous fais la bise, au revoir, à bientôt. Ciao.